Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Algérie a-t-elle humilié la France hier soir? C'est une information Europe 1. L'influenceur algérien Doualem, expulsé vers son pays en fin d'après-midi après avoir appelé à la violence et à la haine sur les réseaux sociaux, était de retour à Paris en fin de soirée. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous suivez cette affaire pour Europe 1. Pourquoi cet homme, de nationalité algérienne, désormais en situation irrégulière en France, n'a-t-il pas été accepté dans son pays d'origine? Que s'est-il passé? Eh bien, tout s'est joué dans l'avion, un vol Paris-Alger durant lequel les autorités algériennes apprennent le renvoi de l'influenceur par un communiqué de l'avocat du mis en cause. Un communiqué relayé dans la presse française. Les autorités locales interdisent alors Doualem de territoire, et cela au titre d'une loi d'exception de 2008 qui interdit le retour de tout ressortissant algérien susceptible d'être une menace pour l'État. Pas d'autre choix pour les policiers français qui escortaient l'influenceur que de rebrousser chemin et de rentrer à Paris. Ce matin, Doualem est de nouveau dans un centre de rétention administrative au CRA du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne, en attendant son procès le 24 février prochain. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Christophe Bordet nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Les tensions entre Paris et Alger sont croissantes. L'Algérie refuse, on l'entend, de récupérer la plupart de ses ressortissants sous OQTF. Déjà en novembre dernier, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau menaçait de dénoncer l'accord de 1968 sur le séjour des Algériens en France. Que contient ce texte, Christophe? Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. C'est son intitulé, statut particulier exceptionnel pour entrer et séjourner sur le territoire. Il permet d'obtenir un certificat de résidence. J'ai bien dit, un certificat de résidence différent des classiques titres de séjour, plus simple donc. Résultat, un Algérien n'a pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois, mais de ce document attribué pour une durée de 1 à 3 ans en général, au titre du regroupement familial. Il peut ainsi faire venir en France une bonne partie de ses proches. Il faut néanmoins qu'il prouve qu'il a besoin, ou qu'il a bien plutôt un logement et des conditions de ressources décentes. Ça, c'est sur le papier, bien sûr. Le droit commun s'applique en revanche pour tout ce qui concerne les mesures d'éloignement. La crainte des juristes, c'est qu'une dénonciation de l'accord franco-algérien encourage encore plus Alger à ne pas délivrer du tout de laissez-passer consulaires. En 2023, il y en a eu 2500. C'est seulement, tenez-vous bien, 4% des OQTF exécutés pour ses ressortissants. Merci Christophe Bordet. Notez qu'à Lyon, une autre influenceuse algérienne suivie par plus de 340 000 personnes sur les réseaux sociaux a été placée en garde à vue hier pour menaces de mort et provocation publique à la haine. Et ces affaires viennent s'ajouter à l'énorme pile de dossiers en souffrance dans les tribunaux. Oui, la justice française est débordée. 200 procès en attente aux assises dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 10 ans d'attente pour certaines affaires à Paris. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, espère recruter 1600 magistrats et greffiers supplémentaires cette année pour faire face à la charge de travail. Une charge alourdie notamment par les trop nombreux dossiers liés au trafic de stupéfiants. Illustration à Marseille avec le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Des piles de dossiers toujours plus hautes et pas assez de personnel. La situation est intenable, déplore Isabelle Fernandez, greffière et secrétaire générale adjointe UNSA. Il y a énormément de prévenus, donc on se retrouve avec un volume tentaculaire de dossiers. C'est un véritable tsunami judiciaire qui débarque à tous les niveaux de la chaîne pénale, que ce soit l'instruction, le tribunal pour enfants, l'exécution des peines. On a des cabinets d'instruction qui fonctionnent à plein régime, avec les narcos et avec la délinquance d'habitude aussi. Et des conséquences directes pour les familles des victimes, comme Karima Mézienne, elle a perdu son frère abattu à Marseille, dossier qui reste au point mort 9 ans après les faits. J'ai une commission rogatoire qui dit l'identité des assassins de mon frère depuis 2017 et il ne se passe rien dans le dossier. Et j'ai eu l'honnêteté d'avoir un enquêteur qui m'a dit écoutez, on manque de moyens, on doit prioriser les dossiers, comme on doit faire une politique du chiffre aussi, on fait les dossiers sur lesquels il y a des preuves directes de l'ADN ou autre. Nous souffrons nous aussi du silence de nos institutions parce que quand il n'y a pas de réponse pénale, il n'y a pas de deuil qui est fait. Tension également du côté de la police judiciaire. La crime est désormais épaulée par une cellule spéciale de la gendarmerie pour traiter un dossier lié à la DZ Mafia. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Il est 8h05 sur Europe 1. La semaine d'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015 touche à sa fin. Et depuis 10 ans, il reste une inconnue dans ce dossier. Pas des moindres, Fanny. Où est passée Hayat Boumedienne? C'est l'ancienne compagne du terroriste de l'hypercacher et de Montrouge, Amédi Koulibaly. Sa dernière preuve de vie incontestable remonte au 2 janvier 2015, soit 5 jours avant les attentats, prise en photo à un comptoir d'enregistrement de l'aéroport d'Istanbul. Depuis, William Molinier, elle est passée sous les radars, mais elle serait toujours en vie dans le nord-est syrien.
C'est la conviction du contre-terrorisme français. Ayad Boumedienne vivrait aujourd'hui dans la poche d'Idlib, aux côtés de 200 autres Français partis combattre dans la zone irako-syrienne. Elle se ferait appeler Abdallah, traduction mère d'un adorateur de Dieu. Des détails qui proviennent d'un interrogatoire d'une revenante du djihad, interrogée en 2021 par les services de renseignement. Cette dernière a croisé sa route d'abord à Raqqa. Les deux femmes vivaient dans le même appartement fourni par l'État islamique. Puis après la chute de Raqqa en 2017, tous deux partent à Baghouz, dernier grand bastion de Daesh en Syrie, avant de se constituer prisonnière auprès des forces kurdes en 2019. Mais Ayad Boumedienne parvient à s'enfuir grâce à des passeurs. Son parcours ensuite est plutôt flou. Elle aurait rejoint les terres du HTS, le groupe islamiste qui dirige aujourd'hui la Syrie. La fugitive fait toujours l'objet de recherches. Son père, sa sœur et ses amis en France ont été interrogés par la justice. L'ancienne compagne du terroriste de l'hypercacher a été condamnée par contumace en 2020 à 30 années de prison. William Molinier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. C'est l'un des grands défis du gouvernement en ce début d'année. Le budget 2025 revient au Parlement la semaine prochaine. Objectif 50 milliards d'euros d'économie. Bercy a multiplié les consultations des différents partis cette semaine. Pas question de risquer une nouvelle fois la censure. Et pour ça, François Bayrou mise sur une stratégie totalement différente de celle de son prédécesseur, Maya-Hélène Trémollet. Éviter à tout prix le spectacle désolant d'un hémicycle fracturé, vent debout contre son budget, c'est la stratégie privilégiée par François Bayrou. Alors que les débats doivent reprendre en milieu de semaine prochaine, directement au Sénat, là où ils avaient été interrompus par la motion de censure le mois dernier, le Premier ministre devrait écourter au maximum la séquence budgétaire sans passer par la case Assemblée. Une stratégie qui va radicalement à l'encontre de celle de Michel Barnier. Lui avait préféré laisser les débats se tenir avant d'être contraint de passer en force. Le scénario idéal serait alors le suivant pour le locataire de Matignon, convoquer directement après l'examen au Sénat une commission mixte paritaire et soumettre ensuite la version finale du texte au Palais Bourbon. Tout dépend de ce qu'on obtiendra de la gauche, mais ce qui est certain, c'est qu'en cas d'accord, on ira au plus vite, confirme une source gouvernementale. Toujours est-il que sans majorité, le texte soumis au vote de la Chambre basse a de fortes chances d'être retoqué, obligeant le gouvernement à le défendre une nouvelle fois face aux députés. Maya-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. L'actualité internationale, Vladimir Poutine veut qu'on se rencontre et nous sommes en train d'organiser ça. Propos hier soir de Donald Trump qui promet d'en finir avec la guerre en Ukraine. À 10 jours de son investiture, le président élu des États-Unis va par ailleurs connaître aujourd'hui sa peine dans l'affaire Stormy Daniels, cette actrice porno qu'il avait payée pour qu'elle ne révèle pas leur aventure. Et puis à Los Angeles, c'est un ouragan de feu qui a déjà fait 10 morts. Le chiffre vient d'être révisé à la hausse il y a quelques minutes à peine. 2 incendies gigantesques dévorent toujours Los Angeles. La Cité des Anges est un enfer. Presque 200 000 habitants sont encore en cours d'évacuation. Parmi eux, de nombreux Français. Ils sont plus d'1 millier dans la mégapole californienne. Les autorités françaises tentent de leur venir en aide. Écoutez le consul de France à Los Angeles, Adrien Frier. Mes équipes et moi avons appelé beaucoup de Français au cours des dernières heures pour savoir s'ils étaient en sécurité d'abord, savoir quels étaient leurs besoins et la manière dont le consulat pouvait les aider. On est en train de négocier avec un certain nombre de partenaires hôteliers pour trouver des chambres disponibles pour des Français qui pourraient souhaiter s'y établir dans cette période encore aiguë de la crise. Et par ailleurs, on anime aussi et on essaie de coordonner un certain nombre de réseaux de solidarité puisqu'on a beaucoup de Français sur place qui proposent de manière spontanée des hébergements à leurs compatriotes, ce qui est évidemment une extrêmement bonne nouvelle et on essaie simplement de faire de l'intermédiation et de mettre en contact l'offre et la demande. Adrien Frier au micro de nos confrères de CNews. Un mot du Vendée Globe, 60e jour aujourd'hui. Le duo de tête Charlie Dalin, Johan Richomme longe en ce moment les Canaries. Le premier est attendu au Sable d'Olonne pour la fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. À suivre sur Europe 1, après 8h30, vous retrouverez Catherine